Jimmy? Sandy, attention! Surprise, Cindy. Jimmy? Zut! Chamallow. Sandy, je veux te Le grenier. Putain, mais merde, laissez-moi parler, bordel! Je te rappelle, c'est affreux! Pour me tuer, ça doit faire mal! Tu crois que c'est un accident? Il y avait toujours ce cliché du comédien noir qui crevait dès les premières minutes du film. Le monstre, il voyait... Oh mon Dieu! Il a tué Jackson! C'est toi, Jimmy. Dis donc, je cherche Sandy, elle est partie faire pipi depuis 5 heures, et elle n'est pas revenue. Ces clichés de films d'horreur, on les connaît tous par cœur, on les a tous en tête, même si on regarde jamais de films d'horreur. On les prend pour acquis sans forcément les interroger, sans se demander s'ils sont seulement vrais ou d'où ils viennent. Et ça, c'est un peu suspect, vous trouvez pas ? Pourquoi des ados qui courent n'arrivent-ils pas à échapper à un tueur qui marche lentement? Ont-ils une fâcheuse tendance à se séparer au lieu de rester ensemble? Stacy va-t-elle forcément se faire buter si elle baise et Kevin s'il picole? Le croque-mitaine masqué revient-il toujours vraiment à la vie? Est-ce que le dernier survivant doit être une survivante, tandis que le personnage noir meurt en premier? Les clichés, ça paraît con, et pourtant ça raconte beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on va essayer de les comprendre en retournant aux origines du mal, en explorant le genre qui nous a donné la plupart de ces tropes qu'on pense parfois hâtivement comme représentatifs d'un cinéma d'horreur un peu feignant et pas très malin, les fameux slashers. Coupez la lumière, asseyez-vous bien au fond de vos fauteuils, car soyez prévenus, vous risquez d'être surpris et peut-être même de découvrir des choses sur nos préjugés. Après, une petite réclame. Allô? Attention, Benjamin, derrière toi, c'est affreux! Vous en avez pas marre des histoires de violence, de sang, de drame? Vous avez envie de vous aérer l'esprit pendant la canicule? Eh bien, notre partenaire Métal Hurlant pense encore et toujours à vous. Pour vous rafraîchir, le magazine vous propose de piquer une tête dans le monde du silence, afin d'explorer ces abysses qui ont tant inspiré les imaginaires SF. Pourtant, Métal Hurlant, c'est depuis sa fondation par les grands maîtres Mobius, Druillet et Dionnet dans les années 70, le magazine des imaginaires avant-gardistes et énervés. Immortel comme un boogeyman de slasher, c'est désormais un trimestriel de près de 300 pages avec le meilleur de la BD actuelle, le tout agrémenté d'articles et d'interviews, de grands créatifs, mais aussi, comme la SF ça reste politique, du militant des mers Paul Watson, tout juste sorti de 149 jours de détention. Mais comme on a tous besoin de vacances et que les fonds marins ça reste un chouille anxiogène, il vous propose de vous changer les idées avec un vrai cahier de vacances à l'ancienne, plein de jeux et de papiers érudits pour apprendre en s'amusant l'histoire des imaginaires aquatiques. Vous pouvez les retrouver en kiosque ou mieux pour jusqu'à 20% moins cher en vous abonnant via le lien en description pour retrouver chaque numéro chez vous et soutenir cette chaîne. Merci à eux, on se replonge dans notre émission. Le slasher, c'est un sous-genre de l'horreur tellement iconique que je suis sûr, même si vous n'êtes pas du tout spécialiste, que vous pouvez deviner c'est quoi le premier d'entre eux. Le patient zéro, dans lequel un peu tous ces trucs qu'on connaît tous étaient déjà là. Vous savez, un tueur anonyme, masqué, qui tue des jeunes insouciants, notamment des meufs et notamment à l'arme blanche, dans le confort de leur intimité, tandis que la police et les adultes ne servent à rien. Pensez à ces plans à la première personne, du point de vue du meurtrier, pensez à une célèbre fête populaire en Amérique du Nord, et oui, bien sûr, c'est évidemment Black Christmas. Ho ho ho! Bon, alors évidemment, comme on le montre souvent sur cette chaîne, et comme on va le voir au long de cette vidéo, c'est toujours un peu vain et arbitraire de chercher un point de départ, dans ce qui est toujours un continuum qui s'inscrit dans une longue histoire des imaginaires humains. Par exemple, on associe tous intimement ce folklore à l'Amérique du Nord, mais on aurait tout à fait pu en chercher l'origine en Italie avec la baie sanglante de Mario Bava qui précède Black Christmas de 2 ans. Mais vous voyez dans ce qu'on vient de décrire comment il y avait déjà un peu toute la recette dans ce film canadien de 1974, réalisé par Bob Clark, inspiré par une série de meurtres s'étant déroulés à Montréal. Il a inauguré tout ce délire qui maintenant nous paraît évident, voire cliché, mais à l'époque, pas du tout.
C'est vraiment un nouveau type d'horreur qui naît là et va finir par trouver une profonde résonance a posteriori. D'ailleurs on dit slasher maintenant, mais le concept il n'a pas été théorisé avant le milieu des années 80, quand ces éléments avaient fini par être identifiés comme les codes établis qu'on connaît. Et faut bien garder ça en tête, hein. Un genre c'est une construction à partir d'un corpus préexistant, où on finit par se dire « Ah ouais, ok, là il y a une tendance cohérente qui se dégage, il s'est passé un truc culturellement, dans l'histoire de l'art, dans l'industrie, sans même que les créatifs eux-mêmes aient forcément conscience du tableau général. » Un genre, c'est pas quelque chose qui se décrète là comme ça à partir de 2-3 livres, d'une pub pour yaourt et quelques fonds d'écran, parce qu'on aime bien l'idée et que ça fait un super argument marketing, comme au hasard, je sais pas, le solarpunk. Non mais on va finir par faire une vidéo là-dessus, hein. Ça va pas vous plaire mais faudra pas venir se plaindre. Hein. Et lisez quand même du Becky Chambers, hein, mais bref. Bon, le terme slasher, c'est pas compliqué, tout slash c'est taillader, balafrer ou frapper à l'aide d'un objet coupant. Voilà, c'est explicite, et le terme s'est vraiment popularisé que dans les années 90 pour des raisons sur lesquelles on va revenir. Alors, bien sûr, on en aura piégé certains, là, avec Black Christmas, mais évidemment, le slasher iconique, on le doit à un petit gars du Kentucky, qui, d'ailleurs, avait demandé à Bob Clark s'il comptait bien faire une suite à son Black Christmas, puisque le film se terminait sans révéler l'identité du tueur. Je parle, bien évidemment, de... On est quand même 4 ans après et les années 80 arrivent à grands pas lorsque Halloween, la nuit des masques en français, arrive pour durablement définir le genre avec son boogeyman iconique, Michael Myers, dit The Shape, la forme à la base, et surtout son énorme succès qui va donner des envies à d'autres, comme le fameux Vendredi 13 en 80, qui va confirmer la popularité de la formule et entraîner la production de masse, mais alors de masse, de films la reproduisant. Raison pour laquelle ces codes semblent aussi intégrés et figé dans l'imaginaire collectif. C'est que, du fait de son aspect très codifié, cette formule est à la fois très simple, très efficace, très accessible pour les spectateurs, facile à répliquer et extrêmement lucrative pour l'industrie. C'est ce qui fait à la fois la force du genre, donnant naissance à ce qu'on appelle désormais l'âge d'or du slasher, mais aussi sa faiblesse en exploitant le filon jusqu'à la moelle, d'où notre impression d'éléments devenus de véritables clichés. Il n'y a qu'à voir le nombre de suites de ces sagas de l'âge d'or, quantité parfois privilégiée sur la qualité, en peinant à les renouveler avec des prétextes plus capillotractés les uns que les autres, prêtant ainsi le flanc à quantité de parodies, de moqueries que vous connaissez par cœur, du style dans les films d'horreur ils se séparent au lieu de rester en groupe. Des idées tellement répandues qu'elles font même rire les gens qui n'ont jamais vu un film d'horreur de leur vie. Bon, mais une fois qu'on a compris ça, la question que ça pose c'est, toutes ces idées préconçues bien ancrées, est-ce qu'elles sont vraiment vraies ? Si oui, d'où elles viennent, et si non, pourquoi on pense ça ? Déjà, vous noterez qu'on dit souvent « dans les films d'horreur », alors qu'en fait, non, hein, ce à quoi font référence ces clichés, c'est plus précisément au code du slasher. Je vais quand même pas vous apprendre qu'en horreur, il y a un milliard d'autres choses qui ont absolument rien à voir. Mais ça montre que le sous-genre du film d'ado américain qui court en se faisant massacrer par un tueur en est carrément venu à représenter le cliché même du film d'horreur, dans l'imaginaire occidental en tout cas, et à partir des années 80. Donc ça, c'est déjà une grosse caricature de tout un cinéma, mais allons plus loin. Est-ce que le slasher lui-même, c'est vraiment des films d'ados américains qui courent en se faisant massacrer par un tueur ? Eh bien, oui. Ah bah, quand même, un peu. Parce qu'au fond, c'est le principe. Même si on les exagère pas mal, sont ces codes qui définissent ce qu'est un genre. Donc un slasher qui cocherait aucune de ces cases, c'est juste pas un slasher quoi. Du coup, en soi, c'est pas du tout un problème que ces trucs se ressemblent, c'est un genre quoi. Et si c'était pas un peu vrai, les parodies ou la satire, elles fonctionneraient pas du tout. Si vous prenez d'autres formes très connues du grand public, comme l'horreur à la Hitchcock ou l'exorciste, ou même maintenant les films A24, bon, là aussi, il y a des codes identifiés, c'est parodié, on en rigole un peu, mais ça reste prestigieux. La différence, c'est que le slasher, comme on l'a vu, c'est un genre particulièrement codifié, mais aussi, comparé à d'autres, pas mal méprisé, donc très sujet à ce genre de préjugés. Et ça, dès l'origine, parce que même pendant ce qu'on appelle pourtant l'âge d'or, on parlait aussi de Teenage Jeopardy film ou de la Dead Teenage Decade. C'est là où cette image qu'on en a dit des choses assez intéressantes. Au fond, c'est pas tant parce que c'est des films d'ados qui se font tuer, c'est que c'est perçu comme des films pour ados.
un peu débiles, voire déviants, qui viennent pour le sang et les bars quoi. Des gosses des années 80 qui matent ça avec du popcorn après avoir traîné au centre commercial ou dans un canap' après avoir trouvé ça en VHS, dans les deux cas en riant bêtement et en se pelotant dans la fumée de chanvre commun. Je caricature à dessein parce que les clichés d'un genre entachent leur public et réciproquement. Vous savez, depuis quelques années, on parle d'elevated horror. Vous voyez, c'est de l'horreur, mais c'est esthétique, hein, ça fait réfléchir, hein, et ça joue avec les codes, hein, alors que le slasher, au contraire... Oh là là, c'est la décadence, hein. Par opposition, pour le slasher, on pourrait parler de régressive horror, de l'épouvante pour gros beauf, quoi. Et vous savez quoi? Encore une fois, eh ben c'est un peu vrai. On pourrait nier ça en disant « Mais si, regardez telle petite perle, c'est un néo-slasher argentin dans la lignée du giallo qui mobilise une horreur hitchcockienne pour tenir un propos fort sur le traumatisme de la dictature. » On pourrait jouer à ça, casser les clichés justement, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vaillamment prendre la défense des ados débiles qui osent se lever de leur canapé pour affirmer « Tu nous casses les couilles à nous imposer tes trucs relous alors que nous ce qu'on veut, c'est se pécho devant un type déguisé en flunchy qui bute des emplois jeunes en train de baiser dans la réserve avec un putain de panier de friteuses. » Mais attention, c'est pas par démagogie, ou parce que je serai le premier à regarder ce film avec Lunchy, qui en plus serait une critique acerbe de l'exploitation de la précarité de la jeunesse par le grand capital. On tient un truc. Non, on va pas rentrer dans ce jeu-là parce que sa raison d'être principale, c'est de faire de la distinction culturelle, sociale, à tous les sens du terme, ce qui est une réaction tout à fait courante, hein. Le fait de se revendiquer de trucs type elevated horror, ça permet de distinguer le cinéma d'horreur de ces fameux clichés mal vus qu'on lui associe. Isn't that a little fancy pants? Well, it's elevated horror. What does that mean, elevated horror? You know, it's like scary, but with complex emotional and thematic underpinnings. It's not just some schlocky cheeseball nonsense with wall-to-wall jump scares. That sounds kind of boring to me. Et c'est une réaction tout à fait normale, puisque c'est une façon de vouloir légitimer le cinéma d'horreur en se débarrassant de ces éléments moins présentables en société. Mais nous, on va laisser personne à l'entrée de la soirée. Parce qu'en faisant ça, on entretient les clichés et on légitime aussi ce mépris. Or, ces visions méprisantes des sous-cultures, elles sont censées nous placer dans une position de surplomb, un genre d'élite d'initiés qui sait mieux que la masse ignorante, alors que c'est précisément basé sur des idées préconçues que tout le monde a intériorisées sans avoir besoin de s'y pencher un seul instant, et donc, ironiquement, fonctionnent en fait à la méconnaissance. Et ça, en termes techniques, ça s'appelle de la cuistrerie. Pour s'extraire de ça, il faut au contraire historiciser, contextualiser. Et c'est là que se demander d'où viennent ces idées préconçues, et donc jamais interroger, ça prend une toute autre dimension. Vous allez voir. Par exemple, vous connaissez probablement le cliché dans les mystères autour d'un meurtre de « c'est le majordome qui a fait le coup ». Bon. Et vous vous êtes déjà demandé d'où ça vient ? Est-ce que vous pouvez citer au débeauté ne serait-ce qu'un livre, un film, n'importe quoi, où c'est le majordome qui a fait le coup ? Sans même parler que ça soit tellement récurrent que ça en devienne un cliché. Et ben moi, jusqu'à aujourd'hui, non. Parce que c'est pas trop ma culture ces trucs-là, et pourtant, j'avais intégré le cliché du majordome qui a fait le coup. Au doigt mouillé, j'aurais sans doute piffé que ça devait venir de chez Agatha Christie ou un truc dans le genre. Alors oui, un truc dans le genre, puisqu'une des premières à l'utiliser, c'est une autre autrice de l'autre côté de l'Atlantique, Mary-Robert Reinhardt, aujourd'hui nettement moins connue alors que c'était des best-sellers à l'époque et qu'elle a eu une influence majeure qu'on ressent sans le savoir encore aujourd'hui. Un peu comme Black Christmas, qui est pas le slasher le plus retenu par l'imaginaire collectif, alors que pourtant il a largement contribué à le forger. Mary-Robert, elle faisait, vous savez, des mystères dans des demeures bourgeoises proches des célèbres houdonites. Qui a fait le coup ? Eh ben, par exemple, le majordome, dans la cuisine, avec la moutarde colonel, et plus précisément des Had I But Known, si j'avais su, où en gros le protagoniste se rend compte petit à petit que ses actions ont entraîné sans le savoir une succession de malheurs. Mais si on prend cet exemple, c'est que cette autrice, elle a un lien avec le slasher, et aussi avec un autre truc improbable qui, a priori, a rien à voir, mais suivez-moi bien, normalement, vous allez vous dire « Mais vite ta main !»
En 1908, elle écrit un roman, The Circular Staircase. La protagoniste y loue une baraque isolée à la campagne avec ses jeunes neveux. Et dedans se déroule toute une série de phénomènes bizarres, crimes mystérieux, divers personnages disparaissent les uns après les autres, alors qu'il y avait un vieux bizarre qui les avait prévenus que cette maison, elle était hantée. Attendez, c'est pas tout. En 1920, l'histoire est entièrement retravaillée pour en faire une pièce qui va être un méga carton à Broadway, au point que ça va être adapté 3 fois au cinéma, et notamment, ils y ont ajouté un tueur masqué. Mais attendez, ce qu'ils ont aussi changé, c'est le titre. Désormais, ça s'appelle The Bat, parce que le gars, il est déguisé en chauve-souris. Mais vous allez quand même pas me dire qu'elle va monter les 5 étages à pied, comme ça se fait repérer par quelqu'un, non? Donc, il y a une généalogie commune entre les boogeyman, les meurtriers masqués emblématiques des slashers, et les vigilantes costumés de super-héros à travers Batman, créé quelques années plus tard. Évidemment, il était là depuis le début. Alors, à ce sujet, quand même, 2 secondes, un autre truc, parce que moi, ça me pète la tête. Vous vous dites peut-être, ah ok, mais c'est marrant parce que d'un côté ça donne des meurtriers et de l'autre un super-héros, c'est ironique quand même. Ou peut-être vous vous dites pas ça parce que vous avez pas que ça à penser, mais toujours est-il que non, c'est pas si ironique que ça. Car au 19e siècle au Royaume-Uni, il y a eu, pour la faire courte, des agressions un peu bizarres, notamment des meufs, dont les témoignages décrivaient un type imposant, avec un faciès de diable, voire qui avait des griffes et crachait du soufre, qui pouvait bondir par-dessus les murs et les grilles. Ce qui donne naissance à une légende urbaine, celle de Spring Hill Jack, Jack Talon Ressort, un boogeyman insaisissable aux capacités étranges qui réapparaîtra régulièrement tout au long du siècle dans des affaires réelles, ainsi que dans les médias et la fiction où il va commencer à prendre une espèce de costume encapé de chauve-souris. Alors attention, je dis pas que c'est officiellement une influence de Batman, je dis juste que c'était un truc ultra présent dans la culture populaire à ce moment-là, d'autant que vous voyez bien que, de base, c'est un méchant croque-mitaine qui sème la terreur. En plus, c'est quand même des vraies agressions, c'est un genre de proto-Jack l'Éventreur soft. Et ben, figurez-vous que dans les magazines populaires, ça a fini par se transformer en personnage de vigilante qui terrifiait et punissait les méchants. Et sachant qu'en 1915 en France, on a Les Vampires de Louis Feuillade où on a le personnage de la mystérieuse criminelle Irma Vep qui porte ce costume iconique de chauve-souris qui donnera l'archétype de femme fatale dite la vamp, d'après le titre, Les Vampires, mais elle fait des cambriolages, donc c'est aussi une origine du cliché de la cambrioleuse costumée sexy en noir moulant qui se faufile sur les toits, par la suite plutôt représentée avec un costume de chat, et donc précurseur autant de Batman que de Catwoman. C'est quoi déjà le sujet de la vidéo ? Alors attention, The Bat n'est pas du tout un slasher, juste vous voyez en quoi il amène certains éléments qui vont être à la base du slasher. Tout comme The Cat and the Canary en 27 ou 13 Women en 32 où on suit la vengeance d'une lycéenne harcelée par ses camarades de classe car d'origine japonaise et qui amène notamment ce cliché du yearbook transformé en une liste de victimes. Et en fait, Agatha Christie elle-même a établi un certain nombre de ces éléments devenus emblématiques, notamment avec rien moins que le célèbre Ils étaient 10 en 39. Et ben oui, parce que c'est elle qui rend les codes du thriller plus ludiques, avec un plus gros body count, c'est le nombre de morts dans le récit, pas le truc qui obsède les mascus, puisque le principe, c'est des gens qui sont invités sur une île et se font dézinguer mystérieusement les uns après les autres. Histoire qui sera également portée au cinéma, tout comme Demain la nuit, adapté d'un roman d'encore une autrice, Ethel White, qui met en scène un tueur choisissant pour victime des personnes en situation de handicap. Le tout en utilisant des idées comme la caméra point de vue du tueur, la Final Girl ou encore le tueur qui se cache dans les recoins. Donc, vous voyez bien que ces codes, ces clichés qu'on associe au cinéma d'horreur, ils sont ancrés depuis belle lurette et ils viennent pas du tout de là. Ce que ce cinéma a fait, c'est moins mettre le focus sur le côté enquête, le whodunit, qui reste pourtant très présent dans de nombreux slashers, au profit de la partie bon gros meurtre bien généreux en hémoglobine, le slash quoi. Et même ça, c'est pas lui qui l'a institué, Fin 19e, début 20e, les gens étaient même assez clients de ce genre de délire, avec la fascination de la toute nouvelle presse à sensation pour les faits divers sordides. Si vous prenez l'engouement pour l'affaire de Jack l'Éventreur, ça avait, mais alors, tous les ingrédients du slasher en version... vrai quoi. C'est le true crime de l'époque victorienne. Ou, comme on l'a déjà évoqué ailleurs, le théâtre Grand Guignol qui devait sa popularité à ce qu'on n'appelait pas encore le gore. Mais ce qui va devenir cette représentation classique du cinéma d'horreur vient plus tard. Parce qu'entre les années 30 et les années 60, souvenez-vous, il y a eu ce fameux code Hays dont on parle souvent ici.
Un règlement d'autocensure particulièrement, on va dire, pour être gentil, strict sur les mœurs, le propos, le contenu des films, et pour être plus franc, hein, totalement réactionnaire, puritain, misogyne, homophobe, raciste, tout le bingo. On resitue encore, hein, pour les affolés du wokisme qui ont une culture de l'histoire ciné qui remonte pas au-delà de leur enfance. Dans vos films américains là que vous aimez tant, oui, avant il y avait moins d'homosexualité, de casting féminin qui tourne pas autour d'un mec, ou de personnes pas blanches. Parce que ça a été purement et simplement interdit pendant des décennies, et que ça a forgé toute l'industrie et son imaginaire. Et alors, les auteurs avec des idées un peu trop de gauche, alors là, c'est simple, ils s'étaient juste fait purger bien comme il faut. Our study group had a narrow focus. We concentrated on getting communist content into motion pictures. Always in a sub-rosa way, of course. Alors, c'est sûr, les créatifs gays, par exemple, vous avez l'impression qu'ils venaient pas vous embêter avec leurs histoires, vu qu'ils étaient obligés de s'exprimer via des allégories, qu'on pouvait très bien ne pas capter, hein, c'est pratique, à travers, par exemple, le cinéma d'horreur. Et donc, dans les années 60, en même temps que montent des contre-cultures contestataires, le code Hays commence à se relâcher petit à petit jusqu'à être enfin mis aux poubelles de l'histoire. C'est ça qui va ouvrir la porte à de nouveaux codes, et on va prendre un exemple que, bon, je pense que vous l'avez. Ça là, ce truc de quelques secondes, il y a tout. La caméra point de vue, qui met le spectateur lui-même dans la peau du tueur mystérieux, la meuf qui crie, exercice qu'on appellera plus tard les Scream Queens, la nudité, qui aurait pas du tout été possible quelques années avant, mais aussi, au-delà de ça, le fait d'être attaqué dans son intimité, dans un moment quotidien de vulnérabilité, la musique anxiogène, le couteau de cuisine luisant qui se lâche et les gouttes de sang qui splashent, il y a tout. Et c'est pourtant pas, encore, un slasher. Mais c'est tellement iconique que c'est devenu vraiment le cliché de la scène de meurtre. Le premier truc auquel on pense. Sauf que si ça l'est devenu, c'est pas parce que c'était cliché, c'est au contraire parce que quand Hitchcock le fait en 1960, personne ne faisait ça. C'est pour ça que ça a marqué tout le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est le même délire que quand on a vu des gens disparaître à l'écran dans les films de Méliès, ou quand on a vu le bullet time de Matrix pour la première fois. Les gens ont pété leur crâne, et tout le monde l'a repris. Et Hitchcock lui-même, il a pu réussir ça en jouant avec des choses précédemment établies. Là, dans Psychose, on commence par la suivre elle, comme si ça allait être le personnage principal, et bam! Effet de surprise, jeu avec les attentes, et donc les codes, tout ça. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Cette actrice, Janet Leigh, sa fille, c'est une certaine Jamie Lee Curtis, qui, elle, va survivre au tueur pour devenir une des représentantes les plus iconiques du trope de la Final Girl. Et puis, quand on fera revenir Norman Bates en 83 dans Psychose 2, ce sera sous une forme de slasher. D'étonnamment bonne facture d'ailleurs. La boucle est bouclée. Là, on parle d'une très courte scène iconique, mais elle est iconique d'un tournant général que prend l'horreur en la mêlant au thriller qui était en plein dans l'air du temps. Alors, on pourrait en citer plein, hein. On a Le Voyeur, où là aussi on mettait le spectateur directement dans la peau du tueur mystérieux, mais on a aussi Les Yeux sans visage, avec le masque emblématique de la jeune Christane Génessier, qui va pour le coup directement inspirer le masque de Halloween. Alors évidemment, ça va faire des émules qui vont en faire une formule à force de vouloir la reproduire. Notamment un élément crucial qui va faire le succès de films comme Psychose, le twist final, la révélation du tueur dans une scène choc façon Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot. Vous voyez comment on est à la fois pas encore dans du slasher, mais déjà dans un proto-slasher mêlé à un genre propre de l'époque, le psycho-killer movie, avec pas tout à fait un boogeyman, mais plutôt un tueur psychotique. C'est un chaînon manquant, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Dans les années 60, on a aussi en parallèle en Italie le giallo, dont j'imagine que vous voyez comment ça va s'entrenourrir avec le slasher. Et tenez, un autre truc bien dans son jus, pour le coup des années 70, si je vous demande une liste de boogeyman de slasher iconiques, il y a fort à parier que vous allez citer Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy et Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Sauf que Massacre à la tronçonneuse, sorti en 74, c'est pas vraiment un slasher. Il s'inscrit dans une vague antérieure bien populaire qui est le survival, où les personnages ne doivent pas survivre à une menace qui pénètre leur lieu familier, mais au contraire qui se retrouvent en danger dans un environnement étranger, hostile et sauvage. Avec en plus ce schéma typique des angoisses du USA polarisé de ces années-là, les jeunes urbains qui se retrouvent confrontés aux rednecks de l'Amérique profonde.
Et ouais, en France, le titre, il appuie sur l'aspect tronçonneuse, mais en anglais, c'est Texas Chainsaw Massacre. Et sur internet, il m'arrive parfois d'entendre parler de Massacre à la tronçonneuse comme étant un slasher, alors qu'en vrai, non. Ah, c'est un peu trompeur, car même si on a le tueur masqué avec une arme blanche qui assassine des ados, et la Final Girl qui lui échappe dans les dernières minutes, ces deux éléments ne suffisent pourtant pas à classer Massacre à la tronçonneuse comme un pur slasher movie. Hormis le fait que les ados ne se mettront jamais au même niveau de brutalité que leurs agresseurs, absolument tout le reste rattache le film de Tobe Hooper au survival, dont il est, encore une fois, un des meilleurs représentants. Que ce soit le voyage initial effectué par des jeunes hippies citadins, l'arrêt en territoire inconnu, les mises en garde qu'ils n'écoutent pas, la traditionnelle pause dans une station-service avant le drame comme dans Délivrance, la nature hostile, les rednecks agressifs, la désorientation du personnage principal qui va malgré elle retourner chez ses agresseurs, le dialogue impossible entre les deux Amériques, le retour sur la route en fin de film, on est à 100% dans un survival. L'horreur, peut-être plus que d'autres domaines, se nourrit des peurs existantes. C'est pas un hasard si, pendant un temps, l'horreur états-unienne exprimait la peur des urbains envers l'Amérique profonde, puis la peur des marginaux issus des contre-cultures, puis qu'on a déplacé la peur à domicile avec un tueur dérangé qui suit une espèce de pattern à l'époque où sont médiatisées les figures de tueurs en série les plus célèbres de ce folklore. Pour rester à la fois efficace et se renouveler, l'horreur doit se nourrir des codes préexistants qu'elle va devoir twister pour jouer avec les nerfs d'un public qui en est désormais familier. Tenez, un lieu d'horreur devenu hyper cliché, c'est le camp de vacances. Et ben, pourquoi ça marche si bien? C'est que le camp de vacances pour la jeunesse, c'est à la fois un lieu de vie quotidienne, familier, comme dans le slasher, mais dans un environnement lointain et inconnu, plus sauvage, plus rural, comme dans le survival. Ça joue sur une hybridation pour créer un dispositif nouveau qui va devenir un cliché. Donc ces codes qu'on a tous intégrés depuis longtemps, c'est juste la forme que prend le cinéma d'horreur à ce moment-là, qui est à la fois hérité de tout le cinéma d'horreur passé et l'exprime d'une nouvelle façon dans une société et une époque donnée. Ou alors c'est elle qui s'exprime à travers ses outils selon dans quel sens vous vous tournez. D'où un autre trope du slasher, le meurtrier qui est le produit d'une injustice antérieure et qui revient hanter le monde pour s'en venger, souvent à une date ou événement précis. Or, autant dans les années 60, le code Hays commence à juste se détendre du slip et les contre-cultures contestataires commencent à monter, mais là, quand arrivent les putains de 70s, c'est la fête du slip. Kill everyone now. You talking to me? Les vannes ont bien été ouvertes par ses prédécesseurs quand le slasher explose dans les années 80. Et cette image méprisée du slasher et du cinéma d'horreur par extension, que c'est toujours la même chose, c'est juste du gore débile pour ados ricains décérébrés, etc., c'est intimement lié à ce contexte des années 80. Parce que ces clichés sont le produit d'un moment culturel. Prenez le trope comme quoi va se faire immanquablement buter la meuf, on va dire la plus frivole, et par opposition que la Final Girl, ça serait, si ce n'est la vierge, la meuf plus modèle. Alors déjà, c'est pas forcément toujours vrai, hein, et c'est beaucoup plus compliqué que ça selon les films, mais toujours est-il que c'est bel et bien un cliché. Un truc représentatif, pas des films pris séparément, mais du genre dans son ensemble. En tout cas qu'on a retenu comme tel et qui a tendance à se perpétuer. Bon, et ce trope, il est représentatif d'une tendance plus vaste. Les personnages aux mœurs dissolues, qui baisent, qui boivent, qui prennent de la drogue, qui se comportent mal, c'est eux qui vont morfler en priorité, avec même peut-être une petite touche de satisfaction pour le spectateur. Ça, évidemment, c'est assez conservateur comme logique. Ceux qui pêchent, qui transgressent l'ordre moral, vont être punis par la main vengeresse du tueur. Parce que les années 80, c'est un tournant conservateur, incarné notamment par Reagan, qui vient en réaction à cette ébullition contestataire des décennies précédentes en sonnant la fin de la récré. Donc c'est une forme d'horreur qui, prise dans son ensemble, est à la fois le produit de cette libération de ce qu'on pouvait montrer au cinéma et d'un moment réactionnaire puritain. Elle doit naviguer là-dedans et fatalement, elle est pétrie de ses contradictions. D'un côté, ce trope semble venir condamner ses comportements. Mais toute l'hypocrisie, c'est que le genre lui-même se vend sur du sang, de la drogue et du cul, se fait le représentant d'un cinéma déviant, irrévérencieux, héritier de ses contre-cultures, qui va trifouiller dans les intestins de cette Amérique. D'où le fait qu'il a été souvent la cible de la censure et de panique morale dans ce contexte. Le contenu de ces films était peut-être assez coquin, frôlant les limites des mœurs et des tabous acceptés concernant la violence et la sexualité, mais la plupart de ces films portaient aussi des thèmes conservateurs, tels que celui du péché qui mérite une punition.
Donc il s'agirait pas non plus de faire les gauchistes en décrétant que du coup c'est bon, c'est de droite, c'est réac. Déjà, Papy Carpenter par exemple, hein, qui a fondé une partie de ces tropes, c'est un progressiste, hein, pas un fan de Reagan du tout, respectez-le. Et de toute façon, les camarades là, on peut se parler franchement. Ce qui sépare les trucs que certains vont analyser comme céréac, voire crypto-fascistes, donc poubelle, et ceux dont au contraire ils vont se lancer dans des grands « oui mais non, car en fait c'est une réappropriation subversive qui porte en elle un discours d'émancipation contre je sais pas quoi », c'est juste que le premier, ils le disent des trucs qu'ils aiment pas, et l'autre des trucs qu'ils kiffent personnellement. Hein ? On se dit les choses, c'est plus simple, vous croyez pas ? Bref, l'horreur a pris cette forme pour toutes ces raisons culturelles, mais aussi, évidemment, pour des raisons plus matérielles de production et de consommation. Contrairement aux grosses productions hollywoodiennes soumises à tout un tas de contraintes, le slasher c'est du pur cinéma d'exploitation, un genre de film assez peu coûteux à produire, donc non seulement pas trop risqué à rentabiliser, tout en pouvant rapporter gros. On vous renvoie à notre vidéo sur la saga The Purge et les studios Blumhouse qui se reposent toujours sur ce modèle aujourd'hui. Quand une partie de l'industrie a vu que Halloween avait engrangé 70 millions avec un budget de 300 000 balles et que Vendredi 13 avait transformé l'essai avec 60 millions contre 500 000, autant vous dire que c'est pas tombé dans l'oseille d'un sourd. Limite, tu choisis juste une date de l'année, un boogeyman avec son costume et son arme à lui, et rouler jeunesse. Donc, ils allaient pas se priver. Et c'est encore mieux si tu peux juste faire des suites à l'infini. Surtout quand ça correspond parfaitement aux conditions de consommation de l'époque. Globalement, on est dans les années 80 avec une jeunesse consommatrice qui traîne dans les cinémas des centres commerciaux et les vidéoclubs, à la recherche de petits frissons, si possible un peu interdits. Arrive aussi tout le marché de la VHS qui leur permet d'aller se mater ça dans le salon quand les parents sont pas là. Le slasher, c'est une forme de cinéma taillée pour mater avec ses potes ados en soirée, à rigoler, à se faire des frayeurs et à se pécho sans se prendre la tête. Comme les histoires à faire peur au coin du feu en colo, mais au coin du magnétoscope au fin fond d'une banlieue pavillonnaire. Les teens qui essaient de survivre dans le film, eh ben c'est eux. Il y a pile le bon dosage de réels frissons, de gore divertissant et de mystère. Plus du sexe et de la drogue tant qu'à faire pour la petite touche rebelle. C'est hyper accessible justement parce que c'est très codifié. Tu vois une pochette de slasher dans un bac, t'en as jamais entendu parler, tu piges tout de suite pourquoi tu signes. Et ça tombe bien, parce que c'est précisément ce genre de choses que tu cherches. Tu lis genre Quasimodo 4, la fête est finie, tu vois un tueur en costume du bossu qui tue les gens avec des canards en plastique dans une fête foraine, petite phrase d'accroche du style « les têtes vont rouler et rouler petit bolide », t'as besoin de quoi de plus comme info ? Même si je me rends bien compte qu'il y a genre 3 bleds en plus du mien où on appelle la fête foraine la Quasimodo, mais quand bien même. Tout le monde peut à peu près piger les enjeux et tout le monde peut se sentir concerné par une angoisse aussi basique qu'il y a littéralement un type qui veut tous vous tuer. Donc oui, le cinéma d'horreur subit à travers le slasher le mépris classique envers les formes culturelles appréciées des classes populaires et pire encore, de la jeunesse populaire. Et pas que les œuvres en tant que telles, mais le simple fait d'avoir un rapport à la culture qui soit la recherche de divertissement, d'émotions directes et collectives, en ayant totalement rien à battre de correspondre à des formes culturelles légitimées par l'école ou les institutions. Et même si ça s'en détache, c'est encore mieux. Et c'est pas que les gens sont trop cons pour comprendre des choses plus elevated, n'est-ce pas ? C'est juste qu'ils n'ont pas besoin de se distinguer forcément, comme les types qui mettent des classiques obligatoires qu'ils n'ont pas lus dans leur bibliothèque, ce qui est au contraire un rapport bourgeois à la culture. Après, comme d'hab, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours une vision avec un train de retard. Parce que maintenant, un type comme Carpenter, il est grave célébré. J'ai effectivement pris conscience d'un changement des critiques lorsque j'ai fait un film qui s'appelle L'antre de la folie. Je ne saurais l'expliquer, mais tout à coup, en lisant les critiques et en donnant des interviews, j'ai réalisé qu'on me prenait très au sérieux. Bon sang, je trouve ça très flatteur, mais le cinéma n'est pas un art de l'intellect, c'est un art de l'émotion. J'ai tellement eu de mauvaises critiques dans ma carrière que j'accepte toutes les bonnes critiques, même intellectuelles. J'accepte même les critiques intellectuelles mal écrites. Je m'en fiche. Et en fait, c'était pareil pour tous les ancêtres du slasher qu'on a cités, et notamment les mystères policiers, qui passaient pour des divertissements sensationnalistes, de gonzesses en plus, et qui sont des trucs qui font totalement partie de la culture légitime maintenant.
Bien sûr, dans la masse, il y a à boire et à manger. Et des fois, ce qu'il y a à boire, c'est du pipi, et le manger, c'est... Vraiment, j'ai vraiment écrit ça, moi, faut que je prenne des vacances. Et depuis septembre, pour info, on a fait 4 vidéos entre 1h et 1h40 sur la chaîne, 10 épisodes de Populaire que vous pouvez retrouver chez Luma, ainsi d'ailleurs que l'émission live Ça ira, 8 épisodes de Corporate avec le fils de pub et 3 Deep Web Fantasia avec Pacôme à voir chez Blast, et je finis aussi un autre livre. Donc au passage, merci aux gens qui lâchent pas la chaîne en nous donnant un petit peu sur KissKiss et sur Tipeee, qui prennent des abos métal hurlant, qui achètent le syndrome Magneto, le tout en description si ça vous intéresse. On lâche rien. En parlant de surproduction, pendant l'âge d'or, c'est des centaines de slashers qui sont produits. Alors évidemment, parmi eux, beaucoup de rip-off, vraiment des sous-copies bien feignantes, donc forcément au bout d'un moment, ça s'essouffle, et côté public, c'est l'indigestion. Le genre bien saturé doit se renouveler constamment, ce qui d'un côté va faire sa richesse, mais aussi se livrer à une surenchère de body count et de concepts certes fort divertissants, mais plus capillotractés les uns que les autres. Cet âge d'or déclinant, le slasher va petit à petit passer de mode pour tenir son dernier carré dans les bacs VHS, derrière des jaquettes bon marché alléchantes et parfois un peu trompeuses, mais aussi en s'hybridant avec d'autres genres ou en passant carrément le flambeau. Le slasher retrouvé mort noyé, t'étais comme un frère, la fin d'une belle aventure, adieu. Et oui, parce qu'étant donné l'âge moyen de notre public, vous n'êtes pas sans savoir que dans la décennie 90, il s'est passé tout un délire. Comme ses propres boogeymen qu'on croyait morts, voilà le retour de la vengeance du slasher dans une frénésie renouvelée. Et le responsable de tout ça, vous vous en souvenez ou au moins vous le connaissez, c'est évidemment... Bon, ai-je vraiment besoin de vous expliquer à quel point Scream a été un phénomène ? Énorme succès qui a engendré toute une saga, qui continue encore aujourd'hui, reprise et discutée de partout, entourée de panique morale et d'un vrai engouement culturel. Tellement un phénomène qu'une parodie de Scream est elle-même devenue un phénomène, qui a donné sa propre saga au succès énorme, au point que pour beaucoup, ça a remplacé les classiques comme exemple type du slasher. Et si vous voulez un truc marrant, Scary Movie a fait presque 2 tiers plus de recettes que Scream, tout en imposant encore plus l'original comme un pilier de la culture populaire. Truc très significatif, les croque-mitaines emblématiques qui nous viennent en premier, la plupart ils avaient déjà été créés dans les années 80 et globalement continuaient à être exploités à l'infini sans que personne arrive vraiment à en pondre un nouveau vraiment iconique. Jusqu'à ce que Scream débarque en 96 avec ce putain de masque inspiré du cri de Munch. Alors, si on comprend ce phénomène juste comme un revival, ça serait assez anecdotique. Voilà, ça arrive, il y a des trucs qui reviennent à la mode, bon. Sauf que c'est bien plus intéressant que ça parce que ça illustre parfaitement un schéma de l'évolution des cultures populaires qu'il est très important d'intégrer. Quand un genre, une sous-culture, un mouvement culturel, ce que vous voulez, s'essouffle, comme on l'a vu avec ce type de cinéma d'horreur, quand il n'arrive plus à se renouveler, qu'il est passé dans l'imaginaire collectif avec ses codes, au point que tout le monde les connaît sous forme de clichés constamment commentés, eh bien pour survivre, il se met à se commenter lui aussi. What's your favorite scary movie? Il devient méta. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Big no-no! Et ça, c'est précisément permis par le fait qu'on a tous ces codes en tête. Comme un film d'horreur qui sait qu'il est un film d'horreur, dont les personnages savent ce qu'est un film d'horreur, et qui sait que vous savez ce qu'est un film d'horreur. Ou croyez savoir. C'est ce qui lui permet, et donc nous permet à travers lui, d'interroger ces codes, d'avoir un propos à la fois passionné et critique à leur égard. Ça s'inscrit au fond dans la même démarche de ce qu'on fait sur cette chaîne, sauf que là, c'est directement avec les outils du genre lui-même, une autocritique en quelque sorte. Parce qu'attention, le poids culturel de Scream vient du fait que c'est pas une parodie. Zut, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre.
ça reste premier degré, un vrai slasher, qui a relancé toute une vague qui, pour les gens de ma génération, ont accompagné leur adolescence, des reprises nostalgiques, mais aussi des néo-slashers originaux calqués sur ce nouveau modèle. Ça non plus, ça apparaît pas comme ça, paf, parce qu'il y aurait un type plus malin que tout le monde qui se dit « Eh, dis donc, les films d'horreur, c'est pas un peu toujours la même chose, hein? J'ai pas raison ?» D'ailleurs, je vais faire un film qui fait des clins d'œil aux spectateurs en disant « Eh, dis donc, les films d'horreur, c'est pas un peu toujours la même chose ?» Je suis très intelligent. Non, ça, c'est un peu les trucs de L1 Cinéma, pas encore bien dégrossis, qui ont une affiche de Pulp Fiction à côté d'une de Memento, ou peut-être Fight Club. Tous d'excellents films, hein, ceci dit, c'est pas le problème, mais bref. Dans les années 80, au milieu de la mêlée des films d'horreur, il y a plein de tentatives pour essayer de se démarquer du slasher basique formule Halloween vendredi 13, en allant piocher dans d'autres genres un petit ingrédient qui fait la diff, la noix de muscade dans la purée, comme le recours au fantastique. D'où en 84, l'un des plus grands boogeyman emblématiques qui manquait encore à notre bingo, Freddy Krueger. Bon, vous le savez, j'imagine, outre son pull rayé, ses griffes de la nuit et son visage cramé, Freddy, sa particularité, c'est qu'il s'attaque aux gamins dans leurs rêves. Et il repose d'ailleurs sur le trope des péchés des parents qui se répercutent sur leurs enfants, avec tout un propos qui vient de l'éducation catholique du réal. Énorme succès, mais qui s'annonce comme un baroud d'honneur. C'est un des derniers grands croque-mitaines originaux qui arrive à s'imposer notamment en cassant le truc du type masqué où tu foutais juste un cascadeur dans le costume iconique. Non, là, il a vraiment son acteur bien identifié, un théâtreux qui se donne à fond, Robert Englund. Et puis il annonce tout ce basculement dans le fantastique, puisque on aura ensuite Chucky, avec tout le sous-genre des poupées ou des jouets tueurs, ou encore Candyman bien plus tard. Alors, on est d'accord, hein, des trucs comme Jason, qui était littéralement un mort-vivant imbutable, c'était déjà fantastique. Mais voyez bien que là, avec Freddy, on arrivait à brouiller la frontière entre la formule bien rodée et le reste du cinéma d'épouvante surnaturel. Alors, les slashers vont pas disparaître, hein, mais même Freddy, il va connaître, comme les autres, des suites infinies en bac à DVD, avec des prétextes toujours plus pétés pour ressusciter les valeurs sûres. Tellement qu'en 94, ils savent plus quoi en foutre, on en était déjà au 7ème quand même, mais comme vous le savez, c'est pas ça qui va arrêter des costards-cravates d'essayer de se faire de la thune avec leur catalogue, donc ils rappellent le créateur de Freddy qui nous fait Freddy sort de la nuit, où on retrouve le casting original, mais dans leur propre rôle, et qui utilise le fantastique pour faire un film totalement méta sur la saga elle-même. Et dedans, il y a même ce fameux réalisateur, un certain Wes Craven, qui, à l'initiative d'un tout jeune scénariste, Kevin Williamson, va plus tard faire Scream. Bon, bien sûr, il y avait déjà eu d'autres expérimentations dans le genre auparavant, hein, ce qui est d'autant plus le signe de l'avancée naturelle du genre vers cette âge de la réflexion sur lui-même. Alors, pourquoi c'est si important que les mouvements culturels en viennent eux-mêmes à digérer leurs propres clichés ? Déjà, il y a un intérêt formel. Vu que tout le monde a fini par les intégrer, eh ben, faut bien en tenir compte. Surtout dans le cinéma d'horreur, où t'es censé faire peur, créer du suspense, du choc. Prenez un truc tout bête. La première scène iconique de Scream, avec le téléphone là, truc qui était d'ailleurs déjà dans Freddy sort de la nuit. Où, direct, on parle cinéma. Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Où on a Drew Barrymore, et là... Eh ben, c'est tout con, mais c'est pensé pour qu'on s'attende pas forcément à ce qu'elle finisse comme ça. Un peu comme dans Psychose, qui nous donnait l'impression de suivre la protagoniste, avant qu'en fait, non, elle meure. Sauf que là, ça joue sur un élément purement méta, le fait que, pour le public, Drew Barrymore, c'est une actrice connue, et normalement pas une random qui reste 5 minutes à l'écran. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle devait vraiment jouer le personnage principal à la base. Ça permet de poser d'emblée un enjeu. Si Drew Barrymore peut mourir, nul n'est à l'abri. Mais au-delà de cet intérêt narratif, c'est quelque part notre façon, en tant que culture, de digérer ces présupposés qu'on avait intégrés sans y réfléchir, d'avoir enfin un droit d'inventaire sur cette culture dont on a hérité et éventuellement de la remettre en question. Ça, on peut le voir de manière très claire avec ce qui est presque le cliché ultime, le trope de la Final Girl. Là encore, c'est un élément qui a été établi organiquement au point de devenir un ingrédient de la formule, ce qui, par la suite, a été renforcé par la nécessité de suivre cette recette en faisant donc un passage quasi obligé, ce qui va le renforcer encore plus, et ainsi de suite. Bon, et ce code, une fois bien en place, va pouvoir être interrogé. Par exemple,
vieux débat classique. Est-ce que du coup, c'est féministe ou au contraire, c'est misogyne ? C'est-à-dire que le slasher, toujours dans sa représentation emblématique, d'un côté, il a ces demoiselles en détresse sous forme de Scream Queens, et il prend un malin plaisir à nous montrer des féminicides, si possible de meufs à poil, punies d'être de telles dévergondées. Mais de l'autre, c'est un genre où un des codes centraux, c'est d'avoir pour héroïne qui va survivre à son agresseur, voire le vaincre, une meuf forte, aussi bien moralement que dans les épreuves physiques qu'elle traverse. En fait, il y a plusieurs façons de considérer ça, et il y a énormément de débats là-dessus et sur le slasher en général. On peut voir ça comme, oui, effectivement, une façon de punir les filles frivoles, de façon totalement morale, etc. On peut voir aussi ça comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire comme une façon de fétichiser les femmes et de les transformer en objets, à la fois sexuels, on le voit bien, parce qu'elles sont souvent, on voit leurs seins, elles sont dénudées, tout ça. Le cas n'est pas très glorieux pour l'image des femmes qui sont représentées, on est d'accord ? Oui, bien sûr. Et en même temps, certaines chercheuses féministes voient aussi justement cette figure de la final girl comme, et je suis assez d'accord avec toi Rafi, qu'il y a toujours une dimension androgyne chez cette figure de la final girl qui échappe aux normes de genre liées à la féminité. Mais celle qu'on vient de voir là, c'est pas la final girl, puisque elle se fait étrangler. Mais justement, en fait, ce sont ces figures construites en opposition, et donc la final girl, c'est celle qui échappe justement, qui n'est pas un objet sexuel en fait, ou qui correspond pas aux normes de la féminité hétérosexuelle, désirable, etc. Et elle gagne à la fin, elle. Et donc elle gagne à la fin. Donc c'est pour ça que cette final girl, c'est pas seulement, et je suis assez d'accord, il n'y a pas seulement une dimension morale, condamnation de la sexualité, il y a aussi une dimension assez intéressante politiquement en fait. Alors quoi, fétichisation, empowerment, que se passe-t-il ? À vos threads Twitter, vous avez 4 heures. Sauf que non, cette vidéo est déjà bien assez longue et que la réponse tiendrait comme souvent plus du ni l'un ni l'autre et les deux mon capitaine. Mais en fait, ça peut être un peu les deux dans le même film. Ça dépend ce qu'on en fait, comment on le perçoit et surtout qui perçoit comment tous ces codes, autant parmi les créatifs que le public. Par exemple, là, tout ce dispositif, les codes de l'essai vidéo YouTube, il y a un mec avec une barbe et des lunettes face cam qui s'adresse à vous directement avec familiarité dans un flux continu. Bon, là, on fait tous semblant, c'est le format, mais vous savez qu'évidemment, moi, je parle en fait à une caméra. Là, il y a Nico derrière et il y a Kat à la prod qui veille à ce que tout soit dans la boîte. Derrière, il y a un fond vert, on a fait plusieurs prises parce que je me plante tout le temps, qui ont été montées par le coin du bis pour donner l'impression que je déroule naturellement. Et en fait, même là, vous avez l'impression que je sors du dispositif alors que je suis toujours actuellement en train de lire un prompteur. Du coup, vous avez l'impression que je sais de quoi je parle, que, dis donc, il a beaucoup réfléchi au slasher celui-là. Et, non, moi j'y connais rien à la base, parce que ce sont même pas mes mots qui sortent de ma bouche. On les a écrits avec une co-autrice, Mylène, de Welcome to Primetime Beach et du podcast Jumpscare. C'est elle qui est méga calée en slasher et en cinéma d'horreur. Moi j'aime même pas vraiment Scream. Mais c'est pas une raison pour pas s'y intéresser. Et donc, quand Scream sort, c'est dans un contexte où tout ça a déjà été théorisé. Le trope de la Final Girl a déjà été étudié 4 ans auparavant par Carol G. Clover. Elle pose déjà le fait que c'est un des premiers sous-genres de l'horreur à mettre en scène une jeune femme qui l'emporte sur son agresseur. Mais que, jusque-là, c'est souvent une survivante malgré elle, dont le genre vient en réalité accentuer son statut de victime malmenée façon Scream Queen. Si Scream parvient à relancer le slasher, c'est justement parce qu'il en fait une relecture, notamment de tous ces archétypes bien ancrés, dont les archétypes féminins, et y compris les personnages de victimes. Les victimes ne sont pas des stéréotypes d'adolescentes de la Reagan qui jouent sur les peurs conservatrices de la culture populaire. Elles sont drôles, intelligentes, attentionnées et débrouillardes. Déjà, on a dégagé tout le côté un peu lubrique, douche, plan nichon, y compris, sans doute, pour faire rentrer le genre dans le grand public, ce que le film a clairement réussi. Mais toujours est-il que ça le situe sur un autre registre. Gail, c'est une reporter qui fait écho au personnage de Gianna dans Les Frissons de l'Angoisse, et même le personnage de Drew Barrymore, il n'est pas pensé comme une demoiselle en détresse, elle est au contraire active, même si elle se fait buter. Quant à Sid, le personnage de Neve Campbell, c'est une Laurie de Halloween, la Final Girl originelle, revisitée. Avant même la tuerie, c'est déjà une survivante d'un drame terrible.
Elle se défend, elle affronte le tueur à son jeu tordu, elle finit par inverser les rôles avec lui. Et pourtant, elle a bu de l'alcool et elle a même fait du sexe. En fait, c'est pas vraiment les codes qui sont en soi ci ou ça, dès l'origine et de manière figée. Ce sont des choix, et c'est en prenant conscience des codes qu'on peut se les approprier et les emmener dans d'autres directions, plutôt que rester coincé dans un âge d'or fantasmé, où quand j'étais petit c'était comme ça, et c'était très bien, et je comprends pas pourquoi c'est pas pareil maintenant, gna gna gna. Comme si faire des nouveaux trucs ça annulait les anciens, alors qu'au contraire, c'est une façon de les faire vivre et grandir. Tenez, ce trope de la blonde un peu concon qui se fait buter d'entrée de jeu, c'est à ça qu'on doit... Bah ouais, l'idée de départ de Buffy, c'est de renverser ce cliché en faisant de cet archétype la tueuse. Ce qui a d'abord donné un film... épouvantable, hein. Non, pas d'épouvante, non, épouvantable. Mais après ce faux départ, bien sûr, la série, qui, alors, a elle-même, avec le recul, plein de problèmes qu'il faut eux aussi dépasser, mais aura marqué un tournant dans les représentations de la pop culture. Du coup, si, comme moi, vous avez connu ce revival de ce qu'on appelle le néo-slasher, eh ben vous noterez que le succès de Scream a engendré une vague de slashers assez premier degré, pas spécialement méta, mais qui ont hérité plutôt des codes revisités par Scream. Notamment dans le traitement des personnages, comme le fait d'avoir moins de clivage générationnel entre les jeunes victimes et les adultes, qui d'habitude servaient totalement à rien. Également le fait de renouer avec une forme de whodunit ou de recourir à des boogeyman plus terre-à-terre, plus humains, souvent des gens normaux et pas des super vilains immortels. We're just normal men. What do you mean, normal men? We're just innocent men. Vague où certains vont eux-mêmes chercher à se démarquer en prenant des petits twists modernes, comme le fait de se baser sur des légendes urbaines, ou remplacer le boogeyman par la mort elle-même, ou le destin si vous préférez. Bah oui, parce que sur le papier, Destination Finale, qui nous sort encore un nouvel opus cette année, techniquement, ça serait pas un slasher vu qu'il n'y a pas de tueur, mais plutôt une force surnaturelle. Sauf que, vous les avez vus. Vous voyez bien que c'est exactement construit comme des slashers. Et même les sagas classiques, à partir de la fin des années 90, elles vont adopter ces mises à jour. Comme à l'origine, le cinéma d'horreur s'était adapté au code du slasher. Dans Halloween H20, Laurie partage de nombreux traits de caractère avec Sidney Prescott au début de Scream. Laurie n'est ni une adolescente insouciante, ni une adulte insouciante. Elle occupe une position d'autorité, mais peine à se maintenir. De la même manière, Sidney tente de jouer le rôle d'une adolescente normale, tout en faisant face à la douleur de la mort violente de sa mère. Le cycle d'horreur pour adolescents des années 90 place le traumatisme au cœur même du récit, impactant les personnages à mesure qu'ils évoluent dans leur rôle préétabli. Là encore, ce sont des raisons sociales et culturelles qui ont fini par faire refluer la vague. Lorsque Scream, devenu une franchise fort lucrative, a mis en chantier son 3e volet, l'idée de départ était de montrer le tueur du premier se venger depuis sa prison en faisant massacrer ses petits camarades par 2 adolescents manipulés. Et puis, il s'est passé ça. Il est 11h19, le 20 avril 1999, quand 2 adolescents font irruption dans l'école secondaire Columbine et ouvrent le feu. Là, pour la prod, le public et même Craven lui-même, montrer des ados en buter d'autres, ça avait plus le même sens. Et c'était valable pour l'ensemble des productions de ce type. Ça collait plus, quoi. Alors, rassurez-vous, hein, ils ont quand même fait un Scream 3, ils ont juste changé de braquet et trouvé d'autres choses à dire. Parce qu'en soi, il y aura toujours des choses à dire avec cette formule. Des choses plus en phase avec le moment. Et là, comment dire ? En gros, ils ont choisi d'utiliser l'aspect méta pour plutôt en faire une dénonciation du système hollywoodien. Le film se déroule pendant le tournage de Stab 3, la série de films d'horreur qui existe dans la diégèse de Scream, où on constate les agissements d'un producteur qui a drogué et abusé de nombreuses femmes et usé de son pouvoir pour conserver son impunité. La mère de Sid fait partie de ces nombreuses victimes. Et vous voulez savoir un truc notable ? La franchise Scream, elle est produite par Dimension Films, une boîte de prod indé à laquelle déléguait l'horreur et la science-fiction une entreprise mère du nom de Miramax. Elle-même dirigée par 2 frères. Oui. Dites-vous qu'on est 17 ans avant MeToo, lancé par l'affaire Weinstein. C'est d'ailleurs sur le tournage du premier Scream qu'Harvey Weinstein a rencontré Rose McGowan, l'une des plus de 80 victimes de ses abus qui porteront plainte bien plus tard contre lui. Pour vous dire le niveau de sous-entendu qu'ils ont glissé dedans, l'horrible producteur de Stab, il a sous son aile un réalisateur vedette qui s'appelle Roman.
was in the 70s. Everything was different. I was well known for my parties. Men knew what they were. It was for girls like her to meet men. Men who could get them parts if they made the right impression. No charges were brought. And the bottom line is, Rena Reynolds wouldn't play by the rules. You want to get ahead in Hollywood? You gotta play the game, or go home. Pour boucler la boucle de cette histoire de naissance, vie et mort de tendance culturelle, eh bien il faut quand même dire qu'une fois qu'ils ont atteint ce stade où ils se commentent eux-mêmes, où ils font quelque part leur bilan, eh ben c'est un peu leur forme finale. Alors, non pas qu'on peut plus rien faire d'intéressant ou même de novateur avec, mais ce genre né d'une époque et d'une société donnée aura ensuite grandi avant de laisser sa place à autre chose, qui lui-même vivra son propre cycle et ainsi de suite. Par exemple, on a eu ensuite les found footage nés d'une société des images et de l'analogique, ce qu'on a appelé les torture porn, à qui on doit un des rares boogeyman originaux depuis ceux des slashers avec Jigsaw, et depuis quelques années, on a toutes les différentes productions A24 ou Blumhouse. Tous ces clichés dont on parle depuis le début, c'est un héritage. Ça fait partie de nous et de notre culture commune. Et même s'ils nous font un peu marrer, ils veulent dire quelque chose. Alors, c'est le moment d'en aborder un dernier, qu'on avait laissé de côté tout ce temps, alors que c'est un des plus connus. Vraiment, vous l'avez forcément, il y a 1000 vannes là-dessus, c'est référencé constamment. Dans les films d'horreur, le noir meurt en premier. Quand la mort de mourir, de la peur de mourir, fait plus peur de périr, de la mort de pourrir, de la mort. Ce cliché, il a un aspect particulièrement intéressant, c'est qu'il est pas vrai. Mais attendez, il y a un twist. Ce qui est intéressant ici, c'est le fait que ce soit devenu un cliché, qu'on l'ait tous totalement intégré. Parce que la culture populaire elle-même l'a totalement intégré. Alors comment ça se fait? Là aussi, même si c'est pas vraiment vrai, d'où ça vient? Parce que figurez-vous qu'il y a des gens qui se sont penchés là-dessus et il y a plus ou moins consensus sur le fait que c'est plutôt faux. D'ailleurs, ça serait assez contradictoire avec un autre cliché, celui de la blonde un peu pépette qui se fait tuer dès le début. En réalité, ce qui a tendance à se passer, c'est plutôt que s'il y a un personnage noir, il meurt. Si il y a un personnage noir, car déjà, traditionnellement, héritage du code Hays et de la distribution des rôles dans les films états-uniens, c'est un cinéma avec des castings très majoritairement blancs. Et même jusqu'à Scream, qui pourtant essayait de retourner un peu les codes. Donc, de base, il n'y avait pas ou peu d'Afro-Américains. Et quand il y en avait un, c'était souvent dans un rôle de faire-valoir ou d'ami des protagonistes. What are you doing here? What do you mean? Well, I'm supposed to be the only black guy at this party. Et attention, si possible, pas intérêt romantique. Les romances, c'est entre personnes de même couleur. Ça aussi, noir sur blanc, sans mauvais jeu de mots, dans le code Hays. Et plus globalement, très longtemps, c'était des rôles secondaires. Or, dans ce genre de film, le casting secondaire a tendance à se faire buter à un moment ou à un autre. Et donc, eux aussi. Tout ce qui n'est pas la Final Girl par exemple, et la Final Girl, en général, elle était blanche. Ils n'ont pas du tout tendance à mourir en premier, mais ils ont tendance à mourir quand même pour ces raisons indirectes. Donc, le cliché, c'est qu'on imagine que dans ce genre de film, du fait d'un vieux fond de racisme, pas forcément volontaire ou conscient, mais structurel dans comment a été construite l'industrie, héritière de toute une histoire du cinéma qui lui-même est un produit de la société, le personnage noir est tellement quantité négligeable que c'est forcément lui qui saute en premier. Ce cliché est bien une construction, une légende urbaine presque, qui s'avère fausse mais s'auto-entretient. Cependant, on y croit volontiers parce que ce racisme structurel qu'on imagine être la raison de son existence, lui, est bel et bien réel. Juste, il s'exprime pas vraiment comme on l'imagine, mais l'existence de ce cliché, le fait de s'en servir, de le critiquer, de le retourner ou se le réapproprier, n'en a pas moins du sens. Tenez, par exemple, en 2022, il y a eu un slasher, The Blackening, qui part de cette idée préconçue qu'on a tous intégrée. Ce qui lui permet déjà d'avoir une excellente phrase d'accroche, on peut pas tous mourir en premier, mais surtout qui lui permet de parler de la culture afro-américaine, de problématiques propres à ces communautés, du rapport au racisme selon la carnation, à travers cette idée préconçue et les codes de ce genre de film d'horreur. We have to split up. Par exemple, en se déroulant lors d'une fête annuelle comme Halloween, Noël, Mortel Saint-Valentin, le Nouvel An, je sais pas quoi, mais jusque-là inexploité,
Juneteenth, qui est la fête populaire célébrant la fin de l'esclavage aux USA. Et c'est sans parler de l'utilisation que fait un type comme Jordan Peele ou d'autres du cinéma d'horreur, et c'est pas un hasard si le slasher qu'il a choisi de produire, c'est une relance de Candyman, un des seuls où le boogeyman emblématique était noir, et qui n'était arrivé à l'origine qu'en 92, donc bien après l'âge d'or. Oh, là, the beast! Là, the beast! Ah! Vous voyez, ces clichés, on en hérite, on n'a pas le choix. La question, je le répète, c'est d'où ça vient, qu'est-ce qu'on en fait et qui en fait quoi. Par exemple, nos histoires de traitement des personnages féminins, dont les Final Girls, là, eh ben, ils se sont établis dans un cinéma où t'avais très peu, mais alors très peu de femmes au poste créatif, y compris dans ces tentatives de retourner ces codes très genrés comme Scream ou Buffy. Et ça va forcément dessiner ces codes dont ensuite on a du mal à se détacher. Prenez Slumber Party Massacre en 82. C'est un film qui s'inscrit dans une espèce de sous-catégorie, vous savez, des jeunes meufs en soirée dans leur dortoir ou leur sororité étudiante, et il y a un tueur mystérieux. Vous voyez le genre de délire que ça peut donner. Bon. Mais dans celui-là, déjà, les héroïnes, elles sont sexuellement actives, elles fument, elles boivent, en plus, elles restent soudées contre la menace, alors que les mecs servent strictement à rien. Puis alors, la Final Girl, elle coupe la perceuse du tueur, qui est un pervers, qui les mate, enfin... Voilà quoi. Alors attention, il y a de la nudité gratos, hein. C'est un peu une des raisons d'être de ce genre de film. C'est ça qui convainc les prods de mettre des billes là-dedans. Mais même ce passage obligé, bien racoleur, en fait, elles le reprennent en propos sur le regard masculin, le male gaze, étant donné que la menace, c'est un voyeur. Et d'ailleurs, la Final Girl, la seule qu'on voit pas à Walp, c'est elle qui mate des photos de mecs nus. Bon, après, vous attendez pas à un truc de ouf, hein, d'autant que ça a été pas mal retouché par le producteur, Roger Corman, parce que, hein, bon, c'est bien gentil mon petit, mais on est là pour vendre de la péloche et du popcorn, pas pour se prendre pour Alexandra Kollontai ou je sais pas quoi. Toujours est-il qu'on est en 82 et ça proposait déjà une relecture du genre, dans les deux sens du terme, en jouant avec les codes et tout. Et ça, je me demande bien si ça serait pas dû au fait que Slumber Party Massacre, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, slasher dirigé par des femmes. La réal, Amy Holden Jones, déjà assistante réal sur Taxi Driver, elle a refusé le montage de E.T. pour faire ce premier long. Et le scénario, il est de l'écrivaine Rita Mae Brown, qui, alors elle, carrément, c'est une giga militante féministe et LGBT, genre elle a vécu les émeutes de Stonewall et tout. Tout ça pour dire que ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces codes qu'on a intégrés malgré nous, selon d'autres contextes de production, ils auraient été entièrement différents. Or, une des choses qui a changé dans cette industrie en miroir de la société, et qui va donc forger les codes à venir, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'emparent de ce type de cinéma. Des femmes, mais aussi plein d'autres profils, hein, qui avaient peu ou pas droit de citer quelques décennies auparavant, et qui peuvent se réapproprier cette culture plus ouvertement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, quand on voit un truc qu'on croit connaître, surtout des genres un peu méprisés comme ça, et qu'on se dit des choses du style « Oh oui, c'est bon, les films d'horreur, c'est toujours la même chose, il y a des ados à poil qui se font buter, c'est glauque et pervers et je sais pas quoi », on se croit trop malin d'avoir bien cerné les ficelles, alors qu'au contraire, on ne fait que entretenir ces clichés. On croit faire preuve d'esprit critique alors qu'on se contente de faire de la distinction, hein, comme on le disait, et que par paresse, on a la flemme d'aller chercher ce qui se fait d'un peu intéressant, d'un peu différent. Et ça, si c'est valable pour l'horreur et le slasher, c'est valable pour tout le reste. Tenez, puisqu'on parle de ça, l'aspect fascination pour les faits divers sordides. À première vue, on pourrait se dire que ça craint un peu, c'est une fascination morbide de types qui aiment voir des meufs se faire dézinguer. Or, figurez-vous que le public du true crime, un genre très populaire sur internet et en podcast actuellement, au cas où ça vous aurait échappé, eh ben c'est un public très féminin et c'est même très présent dans les communautés afrodescendantes. Donc si on garde un regard superficiel, voire méprisant là-dessus, on passe peut-être bien à côté de ce qui se joue réellement. Si cet imaginaire-là du film d'horreur, malgré plein de gens qui arrivent encore aujourd'hui à le dépoussiérer, reste dans la culture collective comme quelque chose d'un peu daté, voire ringard, c'est qu'il est le produit d'un moment culturel et d'une période. Donc il se perpétue certes à travers un regard méta ou nostalgique, mais en fait, il se perpétue surtout dans d'autres formes qu'il a engendrées et s'en sont détachées. Par définition, un genre se définit par ses codes, et puisque pour se renouveler il doit s'émanciper de ses codes, et ben fatalement il en vient à devenir autre chose, à se mélanger à d'autres genres, à s'hybrider, comme le slasher qui paraît pourtant si figé, faisait un syncrétisme du whodunit, du psycho-killer movie, du survival et de bien d'autres choses.
Il se réinvente en s'ouvrant à de nouveaux publics et à des créatifs jusque-là exclus du jeu, en proposant des choses nouvelles, et tous ces clichés qui nous paraissent dépassés, c'est la base sur laquelle s'est construite l'horreur d'aujourd'hui. Elle les a pas tant reniés comme un truc horrible, dépassé, problématique d'un autre temps, ou au contraire s'y serait agrippés comme des moules nostalgiques à un âge d'or fantasmé, non, elle les a épousés pour mieux les dépasser. Alors, bien sûr, ça peut donner cette espèce d'exigence du style Elevated Horror, qui propose plein de trucs bien, hein, mais dont la représentation par certains, au fond, cherche un peu à faire oublier d'où elle vient. À planquer son cousin mal-aimé qui lui fait un peu honte en soirée. Et ça devrait aussi nous inviter à pas juger trop vite les choses nouvelles qui nous paraissent un peu méprisables et qui sont en train de poser les jalons de ce pourquoi notre moment culturel sera retenu. Tenez, maintenant un truc culte générationnel, c'est la saga Terrifier, qui est un slasher avec un boogeyman, mais qui se nourrit et hybride toutes ses influences précédentes pour un nouveau public. N'oublions donc pas que, comme ces monstres, le slasher revient toujours sans prévenir, sous des formes inattendues, et que les angoisses d'une société feront toujours naître de nouveaux boogeymen auxquels on ne pourra pas échapper. Merci d'avoir suivi cette vidéo coécrite avec l'érudite Mylène qui non seulement assure sa chaîne Welcome to Primetime Beach et le podcast sur le cinéma d'horreur Jumpscare, mais organise aussi tous les ans le Stabaton, un week-end entier autour du slasher à Dompierre-sur-Bestre et dont la prochaine édition arrive à grands pas du 11 au 13 juillet. Alors foncez tant qu'il reste quelques places. Merci également à notre partenaire Metal Hurlant pour leur confiance renouvelée. Vous pouvez leur rendre la pareille en vous abonnant au meilleur Mac BD de France via notre lien en description ou en achetant leur dernier numéro. Et pour finir, merci. Merci 1000 fois à nos soutiens sur Tipeee et KissKissBankBank qui, grâce à leurs cotisations, permettent de rémunérer toute l'équipe derrière ces vidéos. N'hésitez donc pas, si vous le pouvez, à suivre leur exemple. On a besoin de toutes et tous pour continuer à les produire du plus petit au plus grand don. Bon été à toutes et tous.